Bienvenue dans ce chapitre qui va s'intéresser aux lois de comportement et aux grands essais mécaniques des matériaux solides. Donc je vous ai divisé ce cours en deux parties, histoire de ne pas trop charger la longueur de la vidéo. Donc la partie qui va concerner notamment des essais très particuliers, à savoir la dureté, les essais de fatigue, de fluage et tout ce qui va être en fin de compte effet notamment de la température et de la vitesse sera dans la seconde partie. Donc là, on va s'intéresser dans cette partie à différents grands domaines, notamment le premier domaine qu'on va regarder, c'est un ensemble de définitions, histoire de poser un petit peu la théorie de réflexion sur les lois de comportement qu'on va regarder ensemble et les essais mécaniques de caractérisation associés. Donc on va définir en premier les modèles rhéologiques analogiques. Alors pourquoi on dit analogique et rhéologique? Alors la rhéologie, c'est plutôt tout ce qui va s'intéresser à l'écoulement. Donc par exemple, on va utiliser la matière liquide et on va regarder comment elle s'écoule. Et là, on va parler de matériaux solides. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'on va faire une analogie de comportement entre l'écoulement plutôt de la matière liquide avec ce qui va se passer au niveau des matériaux solides. Donc vous vous rappelez, on avait dit que dans la matière solide, il y a de la liaison qui existe. Et cette liaison permet en fin de compte différents types de comportements, notamment l'élasticité et la plasticité. Et ben, dans ces comportements, on voit en fin de compte qu'on a un lien entre ce qui pourrait exister dans la rhéologie, l'écoulement, et ce qui se passe au niveau des matériaux de type solide. Donc même si la physique n'est pas tout à fait la même, on a en fin de compte une analogie de comportement et les lois qu'on va pouvoir utiliser ici vont décrire correctement le comportement sans pour autant être aussi précis au niveau de la physique utilisée. Ensuite, on parlera des contraintes, des déformations et de la rigidité, et on définira notamment le comportement linéaire. Donc, vous vous rappelez, on avait parlé d'élasticité linéaire préalablement dans le cadre de la liaison interatomique dont on avait parlé dans le cours précédent, et on s'intéressera ici au cas de l'attraction et du cisaillement. Ensuite, on va focaliser un peu plus sur l'essai de traction. Donc, on regardera ce que c'est que cet essai. On va regarder ce que cet essai permet de caractériser au niveau du matériau. Et on va également regarder qu'on peut avoir ce qu'on appelle de la viscosité, c'est-à-dire un état de retard dans le temps. Et donc, on définira ce qu'on appelle le fluage et la relaxation. Ensuite, on essaiera d'expliciter un peu plus particulièrement les mécanismes de plasticité. Vous vous rappelez, là je viens de parler d'élasticité à ce niveau-là. On verra qu'en traction, on aura deux grands domaines, le domaine élastique et le domaine plastique, donc on parlera de ductilité. Et dans le monde des cristaux, la ductilité, la plasticité est notamment due aux dislocations dont on avait parlé dans le cours précédent, notamment dans les défauts cristallins. Alors c'est pas que la dislocation, mais en gros, en majorité, c'est la dislocation qui permet la ductilité. Ensuite, on verra que dans les polymères organiques, on a en gros des mécanismes différents. Alors je ne rentrerai pas dans le détail ici parce qu'on aura un cours particulier sur les polymères, donc je donnerai quand même les grandes tendances sans pour autant rentrer dans le détail. Et donc pour expliquer justement la viscoélasticité et la viscoplasticité que l'on retrouve quasi systématiquement dans les polymères, notamment dans les matériaux qu'on appelle les thermoplastiques. Pour finir, on regardera d'autres essais. Donc on a parlé ici de traction, de cisaillement. On ira regarder la torsion et la flexion. Et je vous ai mis une petite fiche bilan sur le comportement linéaire, donc notamment l'aspect élastique de l'ensemble de ces types de comportements, histoire de bien vous faire comprendre qu'on est dans la linéarité. Donc on est en train d'expliquer ici que dans les comportements élastiques classiques linéaires, on est sur une loi de type y égale a fois x. Et ben on ira associer le y, le a et le x aux différentes caractéristiques dans l'ensemble de ces différents essais. Et je vous ai fait en fin de compte une seule slide de résumé là-dessus, histoire que vous puissiez avoir un tableau récapitulatif. Alors on va commencer par les modèles rhéologiques analogiques, comme je vous le disais préalablement. Donc une façon de fonctionner au niveau du comportement élastique, vous vous rappelez, on avait dit que on avait défini lors de la liaison interatomique ce qu'on avait appelé la loi de Hooke. On avait dit qu'on mobilisait différents ressorts atomiques et on avait dit que le ressort nous permettait d'expliquer en fin de compte la force de rappel qu'il y avait entre les atomes et que cette force, si on la généralisait à un solide entier, nous permettait d'avoir une sommation de ressorts. Et cette sommation nous permettait à grande échelle de parler de ce qu'on appelle de module de Young, et donc la rigidité au niveau de la propriété matériau. Donc en gros une propriété beaucoup plus macroscopique. Donc si on parle d'un ressort et que j'utilise la force, donc dans ce cas-là j'aurai F vaut Kx, vous vous rappelez, dans un ressort la force est proportionnelle à la raideur et au déplacement, donc Kx. Donc dans ce cas-là Y c'est F, A c'est K, et x, ça sera x naturellement ici dans le déplacement. Donc dans le ressort, si j'avais noté ici f
bah, j'aurai marqué ici X pour le déplacement, donc là j'aurai la raideur K. Dans le modèle qu'on va utiliser, on va se mettre dans le monde de la contrainte et de la déformation, qu'on avait défini également lors de la liaison interatomique, et dans ce cas-là, la contrainte c'est F sur S, la déformation c'est delta L sur L, donc naturellement la propriété qui est ici est une propriété matériau, qui est donc le module du Young, la rigidité. Donc dans le modèle du ressort, qui sera donc la loi de Hooke, on va dire qu'on a un comportement hookien, on va regarder la contrainte et la déformation, et le ressort sera défini par ses rigidités, qui sera donc le module du Young, qui sera E. Ensuite, dès qu'on va parler de retard dans le temps, vous voyez ici je suis proportionnel à la déformation, bah, parfois je peux avoir un retard de déformation dans le temps. Dans ce cas-là, je vais dire que ma déformation n'est pas immédiate, n'est pas instantanée comme ici dans le cas du ressort. C'est-à-dire que quand je tire ici, mon ressort se déforme instantanément. Et si je relâche, mon ressort revient en position initiale de façon instantanée. Et bien si ce n'est pas instantané, on dit qu'on a un retard temporel de déformation. Et dans ce cas-là, je vais regarder non plus epsilon, mais epsilon point. Et epsilon point, c'est d de epsilon sur dt. C'est la dérivée de epsilon par rapport au temps. Et dans ce cas-là, le modèle qu'on va utiliser, ça ne peut plus être un ressort, puisque le ressort c'est de la déformation instantanée, ça sera l'amortisseur. Donc l'amortisseur, il y en a deux types. On va avoir ce qu'on appelle l'amortisseur idéal, linéaire, donc on dira que c'est un comportement de type newtonien. Typiquement, on va avoir des fluides newtoniens. Ben là, on pourra utiliser son comportement pour décrire certains solides. Et donc, on va avoir une loi linéaire. Donc, on a bien la contrainte ici qui serait Y. On aura bien ici le coefficient directeur qui sera, attention, c'est eta, ici, la lettre grecque eta. Et Y sera fonction de eta. Et le X qui va être ici ne sera pas le epsilon, mais sera un epsilon point, puisque c'est bien la dérivée de epsilon par rapport au temps. Donc faites attention, ne confondez pas ces deux modèles. Là, je suis en instantané, et là, je suis en décalage dans le temps, mais je reste, attention ici, je reste purement linéaire. Ensuite, si je ne suis plus linéaire, c'est-à-dire que je vais avoir un retard dans le temps, mais qui fait que le comportement ne recouvre pas de façon linéaire le comportement préalable, c'est-à-dire quand vous tirez et quand vous relâchez, on n'a pas un retour qui se fait déjà selon une droite et puis pas fatalement par le même chemin. Dans ce cas-là, on va plutôt utiliser un comportement de type Norton. Vous voyez qu'on a légèrement changé ici la tête de l'amortisseur. Et donc dans ce cas-là, on a une loi qui ne peut plus être linéaire. Donc j'ai bien un Y, j'ai bien un A, donc j'ai bien ici sigma et ici j'ai bien un coefficient. Simplement, le epsilon point n'est plus un X en gros linéaire, puisqu'il est affecté d'une puissance 1 sur n. Donc ici, l'amortisseur va avoir deux paramètres. Ici, j'avais eta pour cet amortisseur. Là, je vais avoir lambda, donc en termes de coefficient. Par contre, j'ai n qui sera donc utilisé pour faire l'inverse de la puissance qui est ici. Donc ne confondez pas les deux. Ici, je suis en linéaire et ici, je suis en non linéaire dans le retard temporel. Ensuite, dès qu'on va parler de rupture ou de seuil, c'est-à-dire vous vous rappelez, dans la matière, on avait dit qu'on avait parfois des glissements qui allaient se mettre en place, donc on pouvait avoir des ruptures de liaison interne, donc on va avoir des mouvements par rupture ou par seuil. On va utiliser cette fois-ci deux types de modèles. Le premier sera ce qu'on appelle le patin. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un patin, mais imaginez que vous mettiez une brique par terre et que vous mettiez une ficelle au niveau de cette brique. Il faudra être capable de mettre une certaine force au bout de cette ficelle pour pouvoir déplacer la brique sur le sol. Surtout si on a un frottement qu'on appelle sec. Donc là, en gros, c'est un patin à frottement sec, et le patin est en fin de compte ce qu'on appelle l'élément de Saint-Venant. Donc on le symbolise ici, à ce niveau-là, donc on a une symbolique bien particulière, et cette symbolique nous permet de dire que tant que je n'ai pas atteint la contrainte seuil qui est ici, je ne peux pas avoir de glissement. C'est un petit peu ce qui se passerait sur votre brique que vous mettriez au sol. Si vous n'arrivez pas à dépasser le frottement que la brique a naturellement sur le sol, vous ne pouvez pas faire bouger la brique. Donc là, en gros, c'est ce qui se passe sur un patin mécanique. Tant que vous n'avez pas atteint la force, donc la contrainte seuil, le patin ne peut pas se mettre en mouvement, donc ne peut pas glisser. Donc là, en gros, c'est le modèle qui est utilisé. Donc ce seuil peut être vu en compression comme il peut être vu en traction. Donc en gros, on le symbolise ici en disant, voilà, là j'ai ma contrainte seuil, et tant que ma contrainte n'a pas dépassé cette contrainte seuil, je n'ai pas de déplacement, donc je n'ai pas de déformation. Donc voilà une façon de présenter les choses en termes de contrainte seuil. Et cette fois-ci, on pourrait raisonner en déformation seuil. Donc là, cette fois-ci, c'est je dois atteindre une certaine déformation pour obtenir une réaction. Et dans ce cas-là, la symbolique est donnée ici. Et on utilisera non plus le patin, puisque là c'est en contrainte, mais cette fois-ci la butée en déformation ou en déplacement. Voilà, donc ça en gros, gardez dans votre tête qu'il y a 5 modèles rhéologiques possibles. On a parlé, donc si je reviens rapidement, du ressort.
de l'amortisseur linéaire ou non linéaire, et ensuite je vais avoir le patin et la butée pour déterminer tout ce qui est plutôt comportement à seuil. Comme je le disais préalablement, la rhéologie c'est plutôt tout ce qui s'intéresse à l'écoulement, donc c'est très souvent, on entend ce mot plutôt pour les liquides, hein, mais donc là on l'utilise pour les solides. Donc en gros ça va décrire les modèles de comportement sans tenir compte réellement des aspects physiques, mais ça nous donne des grandes lois comportementales qui peuvent nous aider justement à modéliser les comportements de nos matériaux, notamment d'un point de vue macroscopique. Donc par rapport à ça, ça va nous permettre de décrire quoi? Bah, typiquement, les comportements attraction. Certains qui ont fait des TP au semestre 1 ont vu qu'on parlait des crouissages. Bah, typiquement, les crouissages pourraient être mis en avant avec ce type de modèle. Donc là, on va regarder l'augmentation de la charge ou de la déformation. Donc, c'est-à-dire qu'on a un lien contrainte et déformation. Donc, ces modèles nous permettraient de décrire typiquement ce genre de comportement, donc des crouissages. On pourrait également décrire le fluage. Alors le fluage, on en reparlera, hein, on va maintenir la charge et on regarde comment se comporte la déformation. Donc là, on est dans un plan temps-déformation en termes de réponse, hein. Donc les modèles nous permettent également de parler de ce type de comportement et on pourrait également rendre compte de ce qu'on appelle la relaxation. Alors là, cette fois-ci, c'est différent. Dans le fluage, vous mettez une certaine charge constante et vous regardez comment marche la déformation. Là, c'est l'inverse. Vous allez imposer une déformation constante et vous allez regarder comment se comporte la contrainte. Donc dans ce cas-là, on sera plutôt dans un plan contrainte-temps et donc je regarderai la contrainte en fonction du temps. Donc en gros, tous les modèles dont on vient de parler là nous permettent de décrire l'ensemble des comportements. Alors, je n'ai pas parlé d'élasticité, hein, bien sûr, mais on pourrait parler d'élasticité associée à ça, bien sûr, avec ces modèles. Donc, comment décrire proprement les différents types de comportements? En fin de compte, vous allez vous rendre compte que si on prend chacun des éléments séparés, ils ne sont pas fatalement capables de décrire parfaitement toutes les lois qui existent. Donc on va être obligé de faire parfois des montages, et ces montages peuvent se faire soit en série, soit en parallèle, soit en série et en parallèle. Donc on va faire des montages plus ou moins complexes qui nous permettent de décrire ces comportements. Prenons le cas d'un élément A monté en parallèle avec un élément B, et imaginons que je mette une force aux bornes de ce système qui est en parallèle. Donc je prendrai ici une force du côté droit et une force du côté gauche naturellement. Donc au moment où je vais tirer sur ces deux éléments qui sont en parallèle, je peux me poser la question de savoir est-ce que la déformation globale de ce système monté en parallèle est identique à chaque élément A et B, et également est-ce que la force sera identique au niveau de chacun des éléments. On voit bien que si j'ai une force au niveau des deux nœuds qui sont ici, hein, donc je regarde la force à ce nœud et à ce nœud-là, je comprends que comme cette branche qui est ici part en dérivation, donc en parallèle ici sur A et B, la force va donc se répartir en quantité sur A et en quantité sur B. Ça veut donc dire qu'on aura ici une sommation de forces. Également, si je regarde maintenant le déplacement du système, je comprends que quand je vais tirer de chaque côté de A et B en parallèle, le déplacement global va être identique au nœud de ce système. En conclusion, je vais pouvoir dire que la déformation d'un montage en parallèle, quand je le regarde au niveau de ces nœuds, sera la même que la déformation autour de A et que la déformation autour de B. Donc les déformations globales et les déformations locales A et B seront identiques, alors que la contrainte, elle, va se répartir au sein de chacun des systèmes A et B. Donc dans un montage en parallèle, on a égalité des déformations et on a sommation des contraintes. Naturellement, si je raisonne de la même façon sur un montage en série cette fois-ci, donc là je vois A et B qui sont montés en série, donc si je mets mes forces de chaque côté ici, je comprends bien à ce moment-là que la force sera la même sur chacun des éléments, alors que la déformation sera la sommation de la déformation de A plus celle bien sûr de B. Dans ce cas-là, j'écrirai à ce moment-là que mes hypothèses de fonctionnement d'un modèle en série, c'est que la déformation totale vaut la somme des déformations aux bornes de chaque élément, alors que la contrainte totale vaudra bien la contrainte aux bornes de chacun de ces éléments. Donc on a conservation de la contrainte ici. Donc faites attention, hein, puisqu'on a en fin de compte ici des lois qui sont parfaitement opposées au niveau de la sommation et des égalités. Donc en parallèle, les defs sont parfaitement identiques et je somme les contraintes, et en série, je somme les déformations et mes contraintes sont identiques. Alors justement, puisqu'on parle de contrainte ici, on va s'amuser à définir ce que c'est que la contrainte. Donc si je prends par exemple un pavé droit ici, donc un parallélépipède rectangle, et que je mets ici mon attention à l'intérieur et que je définis ce qu'on appelle la section, donc j'aurai ici par exemple B, la largeur, et H
ici qui serait l'épaisseur ou la hauteur. Je vais donc avoir ma section, et si aux bornes extrêmes ici, supérieures et inférieures, je viens appliquer une force, je vois bien, comme on l'avait défini préalablement au niveau des liaisons interatomiques, que cette force va se répartir en chaque point de la section qui est au niveau de mon matériau. Et ça, on l'avait défini préalablement, ça me donne la contrainte en termes de propriété de répartition de charge en chacun de points de la section qui subit cette charge. Donc en traction, je vais bien avoir la force sur la section. Si on regarde la force, ça va s'exprimer en newton. La section, on pourrait l'exprimer en mètres carrés, ce qui nous donnerait dans ce cas-là une contrainte en newton par mètre carré, ce qui équivaut à des pascals, donc un PA. Donc ça, c'est assez classique quand on parle de pression, quand on utilise des grandeurs de type pression. Ici, quand on fera de la caractérisation mécanique, on considérera la section comme étant en millimètres carrés. Donc cette fois-ci, si on exprime la section en millimètres carrés, la contrainte sera donc en newton par millimètre carré. Or, des newtons par millimètre carré, c'est du 10 puissance 6 pascal, donc ce sont des mégapascales. Donc, histoire de bien le comprendre, si on écrit des millimètres carrés, donc si j'écris du millimètre puissance moins 2, on sait que du millimètre, c'est du 10 puissance moins 3 mètres, et si ça, vous l'élevez au carré, vous comprenez bien que dans ce cas-là, ça nous fait bien du 10 puissance moins 6 mètres au carré. Donc ça, si je le prends au niveau des millimètres moins 2, j'ai donc du 10 puissance moins 6 mètres carrés. Comme c'est en dessous, au niveau de la fraction qui est ici, je vais bien avoir au-dessus du 10 puissance 6 newton par mètre carré. D'où ce 1 mégapascal que vous avez ici, qui correspond bien au 10 puissance 6 pascal. Si maintenant je regarde la notion de contrainte nominale, donc c'est un petit peu ce qu'on vient de dire ici, vous avez vu qu'on avait une force qui était perpendiculaire à la section. Donc là encore on voit que ça clignote en haut, tout simplement pour vous dire que vous pouvez passer sur Moodle, vous avez un ensemble d'informations complémentaires sur ces notions de contrainte de déformation, donc vous pouvez aller sur le forum Moodle et sur l'espace de cours associé donc à Moodle. Donc je reprends, la contrainte nominale sera donc bien, en fin de compte, la force sur la section. Donc là, j'ai regardé un petit élément de ma section. Vous vous rappelez, on a regardé la section sur le pavé. Là, je reprends que un petit élément de ma section. Et pour être plus exact, je regarde un volume au sein de ce pavé. Donc je vais bien avoir un élément D2S, donc ma section qui est ici, déterminé par un côté qui va s'appeler D2Y et D2X. Si je m'amuse à regarder donc ce que vaut D2S, c'est bien un D2X sur D2Y. Donc ma force ici, qui est extérieure, va se répartir ce petit élément de volume. Donc dans ce cas-là, je ne prendrai qu'une certaine quantité de ma force, et je dirais donc que c'est un D2F. Donc ma contrainte nominale ramenée sur ce petit élément de volume, sur la section, sera bien D2F sur D2S. Donc, quand j'ai cette force qui est bien perpendiculaire à ma section, je parlerai de contrainte normale. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle de la traction. La traction est définie par cette perpendicularité de la force à la section. Maintenant, si j'avais une contrainte nominale, donc une contrainte extérieure, qui serait oblique à la section, et bien là, je verrai qu'en réalité, je suis capable de projeter cette contrainte nominale sur la section qui travaille. Je vois que là, par exemple, je vais projeter directement de façon collinéaire à la section la quantité de la contrainte nominale, et je vais prendre la normale à la section, et je vais donc projeter la seconde quantité de la contrainte nominale. Je comprends que si je suis perpendiculaire ici, je suis bien en contrainte normale, alors qu'ici je suis en contrainte qu'on va appeler tangentielle. Donc on va avoir en fin de compte un effort tranchant, donc c'est ce que vous voyez ici dans la lettre T qui est écrit ici, on sera tranchant, alors que ici on aura un effort qui sera dit normal, c'est pour ça qu'on l'écrit N. Donc on va avoir, dans le cas d'une contrainte extérieure qui va s'appliquer sur une section qui n'est pas perpendiculaire à la contrainte nominale, une combinaison de contraintes internes, donc une qui sera dite normale et une qui sera dite tangentielle. La partie normale va agir en traction, donc on va avoir une traction, alors que la partie qui sera dite tangentielle ici va agir en scission ou en cisaillement. C'est pour ça que vous voyez qu'on a écrit deux lettres différentes. Quand on est en général, donc c'est les lettres qu'on utilise, quand on est normal, on va utiliser plutôt sigma et on le notera sigma n. Si on utilisait d'autres écritures, on dira qu'on est sur un sigma XX par exemple, donc on est le long d'un axe. Et si je suis plutôt en cisaillement, je vais utiliser la lettre tau
ici. Une autre façon de l'écrire serait d'écrire sigma xy pour dire qu'on est par exemple dans un plan qui s'appelle xy. Mais bon, on va regarder nous, notre écriture, sigma quand on est en normal et tau quand on est en scission ou en cisaillement. Donc faites attention parce que dès qu'on va parler de contraintes nominales, renseignez-vous bien sur en fin de compte l'orientation de cette contrainte par rapport au plan qui est sollicité. Alors ça typiquement c'est parce que quand on va parler de traction, la traction s'arrêtera au fait de dire que la contrainte nominale doit être une contrainte normale. Alors après, si je rajoute un peu plus d'informations, vous vous rappelez, on avait dit que dans les cristaux, on avait des plans qui pouvaient être orientés de différentes directions et qu'on avait des systèmes de glissement plus ou moins importants, et notamment par exemple dans le cubique à face centrée, on avait des plans à 45 degrés. Et on avait également dit que un métal, par exemple, était un polycristallin. Ça veut donc dire quoi? Quand on va tirer sur un matériau, donc ici je vais représenter par exemple un matériau qui est ici, je vais lui tirer dessus, donc je vais essayer de faire une contrainte nominale qui sera normale ici, je vais lui tirer dessus, je vais donc dire que ma contrainte externe qui est ici est bien perpendiculaire à la section du matériau que je suis en train de regarder. Donc là j'aurai la sensation bien sûr d'avoir en réalité un comportement à traction. Pourquoi? Parce que j'ai bien une perpendicularité entre la contrainte et ma section, donc entre la contrainte nominale qui sera normale ici et ma section. Par contre, là il faudra qu'on fasse attention. Pourquoi? Parce qu'un métal, lui, il est polycristallin. Et vous vous rappelez, on avait dit qu'à cœur de ce matériau, on aurait en réalité un ensemble de cristaux ici, donc je vais dessiner des petits cristaux à ce niveau-là, et ces cristaux ne sont pas fatalement tous orientés de la même façon. Conclusion, ça veut donc dire par exemple que si je prends la contrainte qui est ici et que je le regarde sur le cristal que je viens de dessiner, il se peut que l'orientation des plans cristallins ne soit pas parfaitement perpendiculaire à cette section. Donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais ça veut dire que là encore une fois, vous vous rappelez, on a un effet d'échelle. D'un point de vue macroscopique, je vais avoir un comportement à traction, mais en interne, je risque peut-être d'avoir des comportements qui sont différents, et je vais même beaucoup plus loin. Vous vous rappelez, on avait dit que un cristal se déformera toujours en glissement. Ça veut donc dire que lui va chercher dans la contrainte extérieure qui va être ici, donc la contrainte que j'ai écrite ici, tout ce qui va lui permettre de glisser. Or, du glissement, c'est du cisaillement, c'est de la scission, donc il va plutôt engendrer à cœur du cisaillement. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est juste pour vous avertir, attention, quand on parle de traction, on a toujours cette vision très macroscopique, donc on regarde ce qui se passe à l'extérieur, mais la réalité interne sera du glissement, par exemple si on a plasticité. Et dans ce cas-là, on sera plutôt sur des contraintes tangentielles à cœur des cristaux. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, je ne veux pas vous perdre, mais gardez bien vraiment cette distinction. J'ai un comportement macroscopique, et dès que je vais zoomer à l'intérieur, je vais peut-être avoir des comportements qui sont différents. Regardons donc maintenant un élément de volume. Donc on va regarder ici un volume qui est soumis à un ensemble de contraintes extérieures, et on va focaliser à cœur de ce matériau. Donc on va regarder cette fois-ci autour d'un point P, donc le plan qui est ici, et on va essayer de regarder autour de ce point l'ensemble des contraintes qui existent. Donc, si on regarde à l'intérieur, les forces extérieures aux contraintes, donc là je vais regarder l'aspect force, vont se répartir autour de ce point sur les trois axes, comme on vient de le dire à l'instant. Donc je vais dire par exemple que le point P subit une force, que je vais appeler FR ici, et cette force, je vais pouvoir la projeter sur les trois axes X, Y, Z. Je vois que la projection sur l'axe Z me donne bien une force qui va être normale, et que sur les parties Y et X, je vais avoir cette fois-ci des forces de type tangentiel. Donc ça, on l'avait appelé N tout à l'heure, et ça, on l'avait appelé T. Donc ça vous permet comme ça de voir une nouvelle façon de l'écrire. Donc soit on l'écrit N, soit on l'écrit T. Donc là, typiquement, je l'écris F de Z à la place de N, et F de ZX et F de ZY à la place des T. Donc naturellement, une force normale va m'engendrer une contrainte normale, et les forces tangentielles, ou les efforts tranchants, vont engendrer des contraintes de cisaillement ou de scission. Donc si je fais maintenant le bilan des contraintes associées à ce point P, je vois que localement j'ai bien une contrainte normale qui va se mettre en place, et deux contraintes tangentielles. Donc ici, une contrainte qui va jouer dans le plan YZ, et une contrainte qui va jouer dans le plan XZ à ce niveau-là d'un point de vue tranchant, alors que là j'ai bien un sigma que je pourrais appeler sigma ZZ, donc qui est bien le long de l'axe Z. Je vois donc que si je fais le bilan sur un point particulier dans une section donnée, j'ai bien trois contraintes qui existent. Oui, mais en volumique, en réalité, je serais capable de regarder sur l'élément P qui est ici, ce qui se passe donc sur les autres dimensions, c'est-à-dire les deux autres dimensions qui me restent, à savoir, j'ai bien regardé le plan qui est ici, donc le long de la normale
Z, mais je pourrais regarder le plan le long de la normale Y et le plan le long de la normale X. Ça veut donc dire que ce raisonnement, donc j'aurai ici un point P1 par exemple, un point P2, un point P3, je peux le faire en 3 dimensions. Ceci nous indique quoi? Qu'on a en réalité ce qu'on appelle une triaxialité des contraintes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, quand je prends un petit élément de volume et que je fais le bilan du chargement sur ce petit élément de volume, je peux avoir jusqu'à 3 contraintes normales. Et si vous comptez bien ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contraintes qui vont être en réalité tangentielles. Alors, on n'en a pas autant que ça. On a ce qu'on appelle une réciprocité à ce niveau-là, c'est-à-dire que je vais avoir taux de Zx qui vaut taux de xz, et donc bien sûr ici j'aurai ces deux-là qui seront identiques et ces deux-là qui seront identiques. Donc en gros ça veut dire que d'un point de vue volumique, vous avez 3 contraintes normales et jusqu'à 3 contraintes donc de type scission ou de cisaillement. Ça veut donc dire que quand vous avez des charges extérieures, ces charges vont se répartir sur l'ensemble des volumes internes de votre matériau et que chacune des facettes des parties internes de votre matériau, donc les petits éléments que vous allez regarder, subissent jusqu'à 6 contraintes différentes puisqu'on a une triaxialité de ces fameuses contraintes. Donc nous, on n'ira pas jusqu'à ce point-là, hein. Vous avez d'autres matières qui vont étudier ces aspects-là. Je parlerai par exemple de la résistance des matériaux, peut-être même en DDS, pas sûr, mais en RDM, logiquement, vous devriez regarder ça, et en méca également. Mais nous, d'un point de vue purement sciences des matériaux, on va s'arrêter à des notions purement uniaxiales, et non plus triaxiales, et donc je regarderai plus particulièrement une contrainte normale, et également on ira regarder des contraintes qui seront tangentielles, mais dans un seul et unique plan. Mais gardez dans votre tête qu'en réalité, quand vous faites le bilan global sur un volume, bien sûr, vous avez une répartition des contraintes en volume. Donc vous êtes sur ce qu'on appelle la triaxialité des contraintes. Alors naturellement, puisqu'on a triaxialité des contraintes, il faut quand même se rappeler qu'on avait, par exemple si je regarde juste le cas de l'élasticité, qu'on avait un lien entre les contraintes et la déformation élastique. Par exemple, si je prends la loi de Hooke, sigma vaut E epsilon. Donc ça veut dire que d'office, si j'ai triaxialité des contraintes, j'aurai également triaxialité au niveau des déformations. Donc vous aurez des déformations purement axiales, donc typiquement vous auriez ici un epsilon z, ici un epsilon y, ici un epsilon x, et donc à ce niveau-là, vous auriez au niveau du comportement en cisaillement un glissement de plan, et là on ne parlera pas d'epsilon, hein, même si j'ai un epsilon dans ce sens et un epsilon dans ce sens, on parlera d'angle de cisaillement, donc on utilisera gamma. Ça veut donc dire qu'une triaxialité des contraintes m'entraîne automatiquement une triaxialité au niveau des déformations associées. Donc j'aurai 3 déformations de type axial et j'aurai également 3 déformations de type angulaire. D'accord? Donc gardez dans votre tête que on aura automatiquement, d'un point de vue volumique, un ensemble de contraintes et un ensemble de déformations. Par contre, nous, on va s'arrêter dans notre étude à des déformations purement uniaxiales. Donc, si je regarde ici les premières définitions qu'on va regarder ensemble, je vais parler de déformation axiale et je vais regarder une sollicitation purement uniaxiale, donc ici le long de X. Donc, les déformations, vous vous rappelez, on avait dit lors de l'étude de la liaison interatomique que la déformation était en réalité un lien à un delta L sur L. Donc naturellement, la déformation est sans unité. On pourra dire au mieux que c'est un taux de déplacement ou un taux unitaire d'allongement. Et donc on pourra utiliser le pourcentage par exemple. Mais bien sûr, vu que c'est un rapport de longueur, on n'a pas d'unité. Donc ici, le long de x, si je tire bien sûr sur cette section qui est ici, donc le long de x, je vais bien avoir un déplacement de mon L, si j'appelle ça Lx, et je vais donc avoir ce qu'on appelle un delta Lx, donc un allongement le long de x. Donc je vais l'appeler delta Lx. Ce delta Lx, si je le rapporte à la valeur initiale, bien sûr, je vais obtenir ce qu'on appelle la fameuse déformation qu'on a déjà vue préalablement au niveau des liaisons interatomiques. Dans le sens qui est ici, j'ai bien un déplacement positif, donc ma déformation, elle, sera positive. Si je regarde maintenant mon matériau, supposons qu'on a conservation de volume, je vais avoir une contraction de chaque côté le long d'Y. Ça veut donc dire que je vais avoir des déplacements en contraction, et comme je parle de contraction, ce delta Ly, donc le long de Y, sera d'office négatif. Je vais donc avoir ici une déformation qui, elle, sera négative. J'ai donc deux types de déformations qui vont se mettre en place dans le plan, quand je tire le long de X, une déformation axiale le long de la déformation, donc je vais m'allonger, et une déformation perpendiculaire à l'axe de traction, donc ici Y, et ça sera une contraction au niveau de cette déformation epsilon Y.
Donc gardez bien hein, ce lien, quand je tire, je m'allonge et je me contracte. L'allongement est positif, la contraction bien sûr sera négative. Pour essayer de modéliser ce comportement, je vais utiliser le ressort et je pourrais dire qu'au sein de ma matière, chaque atome va être relié par un ensemble de ressorts. Donc ça, on l'avait vu déjà dans la liaison interatomique. On avait dit que chaque atome était relié par des ressorts, hein, ici à ce niveau-là. Mais vous voyez que j'ai rajouté ici des ressorts en diagonale, donc des liaisons entre guillemets entre atomes, mais d'un point de vue diagonal. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que quand je vais tirer le long ici des ressorts qui sont longitudinaux, je vais bien avoir un allongement, mais je n'aurai pas de contraction, donc à ce niveau-là, si je n'avais pas cet effet de ressort en diagonale. Donc en réalité, on va rajouter ici, pour modéliser le comportement, des ressorts en diagonale pour rendre compte de ces contractions. Donc en gros, si je tire sur le système, j'ai bien à ce niveau-là un allongement et une contraction. Donc en gros, hein, je le refais, je tire, et je me contracte. Donc en gros, pour pouvoir comprendre cet allongement et cette contraction, on modélise le comportement interne du matériau par un ensemble de ressorts qui seront longitudinaux entre atomes, mais également qui seront en diagonale pour expliquer cette contraction. Donc d'un point de vue purement élastique, c'est-à-dire que si je relâche ce système, c'est-à-dire que je reviens à position 0, j'ai un comportement élastique, on peut rendre compte de ce rapport entre l'allongement et la contraction. C'est-à-dire, je vais dire qu'ici j'ai epsilon x et qu'ici je vais avoir du epsilon y. Donc je vais utiliser pour ça ce qu'on appelle le coefficient de Poisson, qui va être quoi? Le rapport de epsilon y sur epsilon x. Donc faites attention, vous voyez ici qu'on a un signe négatif, et ce signe négatif est juste pour venir ici contrarier en gros le fait que la contraction est négative, pour que le coefficient de Poisson soit positif. Donc faites attention juste ici à bien penser à mettre un moins par rapport à epsilon y. Alors un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est j'ai nu x, y. Alors pourquoi x? Parce que c'est l'axe de traction. Et pourquoi y? Parce que c'est la partie où vous allez avoir contraction. Et donc qu'est-ce que je regarde? Je regarde la quantité de contraction sur la quantité d'élongation. Donc en gros, si je reprends le coefficient de Poisson, c'est tout simplement un indice du taux de contraction par rapport à l'allongement. Très très souvent, donc si on prend par exemple pour les matériaux de type métallique, vous avez un coefficient nu, donc faites attention, la lettre grecque, hein, c'est nu ici, qui vaut à peu près 0,3. Donc si je prends ce chiffre qui est ici, pour les métaux par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, j'ai 30% de contraction par rapport à l'allongement. Alors ça c'est très intéressant, pourquoi? Si je prends par exemple des pièces mécaniques où vous faites des montages serrés, je prends un arbre sur lequel vous allez monter par exemple un roulement serré. Et cet arbre peut être soumis à de la flexion rotative. Donc en gros l'arbre va tourner, mais s'il n'est pas bien centré, il risque de partir en flexion. Or en flexion, on va avoir des composantes en traction et en compression. On en reparlera ensemble de ça. Mais gardez dans vos têtes que si cet arbre part en traction, il va donc se contracter. Le risque c'est quoi? C'est que le roulement que vous avez monté serré vienne se déchausser si jamais la contraction est trop forte. Donc ça veut dire que je dois faire attention à ce coefficient de Poisson parce qu'il m'indique par exemple ici que j'ai une contraction de 30% par rapport à l'allongement. En gros, je le dis différemment, pour une déformation d'une valeur de 100 en allongement, je vais me contracter d'une valeur de 30. Voilà, donc cet aspect de coefficient de Poisson est vraiment très très important pour tout ce qui va être dimensionnement futur. Si je continue maintenant et je regarde cette fois-ci le cisaillement, vous vous rappelez, hein, on avait dit qu'on avait des comportements axiaux, donc on vient d'en parler de la déformation axiale, et ensuite on risquait d'avoir des composantes tangentielles, donc ici typiquement je vais avoir des composantes tangentielles, donc là je prends un pavé avec une hauteur z par exemple, qui serait la distance entre deux atomes par exemple, hein, on pourrait le voir d'un point de vue atomique également, je vais provoquer un glissement du plan supérieur par rapport au plan inférieur. Donc je vais modéliser ça par deux forces qui seraient ici donc tangentielles à ces deux plans, et donc le pavé va se déformer en cisaillement. Et cette déformation va donc engendrer, par exemple sur le plan supérieur qui est ici, un déplacement que je vais noter V. Ça veut donc dire que j'ai bien ici un angle, donc une déformation angulaire, qui est provoquée tout simplement par des déplacements axiaux au niveau des plans. Donc, je vais parler de déformation angulaire, attention, on sera en radian ici. Donc si je regarde un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là et que je considère que le déplacement V qui est ici est petit, donc je reste petit, je vais parler donc de l'angle qui est ici, je vais le nommer gamma, et je vais dire que gamma est l'angle de cisaillement.
Si je suis en petit déplacement, donc en petite déformation, je sais que la tangente de l'angle qui est ici vaut, si je vous rappelle, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, SOHCA tau A. Tau A veut dire la tangente vaut l'opposé sur l'adjacent. Donc ici, l'opposé c'est V, l'adjacent c'est Z. Donc le tangente de gamma vaut bien V sur Z. Je vais donc dire que, vu que je suis sur du petit déplacement, V petit, on sait que la tangente d'un angle vaut directement l'angle. Conclusion, je vais dire que la tangente gamma qui est ici vaut directement gamma. Donc quand on passe en cisaillement cette fois-ci, je ne parle plus de déformation que je vais noter epsilon, mais je vais parler d'angle de cisaillement, et cet angle de cisaillement vaut directement le déplacement axial qui est ici sur la hauteur considérée ici au niveau du cisaillement. Voilà, donc faites attention, ne confondez pas epsilon qui est une déformation axiale et gamma qui va être une déformation de type angulaire. Donc on parlera d'angle de cisaillement. Maintenant, si on parle de réversibilité au niveau de la déformation, donc aussi bien une déformation axiale qu'un angle de cisaillement, et de déformation permanente, on va définir ce qu'on appelle le comportement élastique et le comportement plastique. Ça, on en avait parlé dans les leçons précédentes. Donc, prenons le cas d'un ressort. Ici, si je tire sur ce ressort, je mets une masse, par exemple, pour modéliser une force. Donc ici, j'ai une masse qui va me donner mg, donc une force. Et je regarde l'allongement associé, donc je vais avoir une déformation axiale le long de ce ressort. Je décide maintenant d'enlever cette masse. Si, après avoir enlevé la masse, le retour est complet, je considère que la déformation qui est ici a été annulée. Donc je vais dire que la déformation est réversible et que je suis dans un comportement dit élastique. Je vais donc définir ce qu'on appelle le comportement élastique, donc l'élasticité. Naturellement, si je déforme trop ce ressort, je vais lui tirer dessus, je vais dépasser une certaine limite. Entendez dans ce mot limite un seuil. Vous vous rappelez, on a parlé de seuil tout à l'heure, le fameux patin ou la butée. Donc on va avoir des seuils qui vont apparaître. Je risque donc de dépasser ce comportement réversible. Donc si jamais je lâche après déformation ce ressort, je vais voir que mon retour sera incomplet. Et donc d'office, la quantité qui va être résiduelle par rapport à la quantité de ce retour, donc incomplet, va m'indiquer ce qu'on appelle une déformation plastique ou une déformation permanente. Et je vais donc parler d'une déformation de type plastique. Donc je vois ici que j'ai un retour instantané, donc ça on va l'associer à de l'élasticité. On verra que le matériau va faire évoluer son élasticité, mais je comprends bien que si je tire ici entre ce point qui est ici et le point qui est ici, je vois bien que en réalité, mon ressort n'a pas fait un retour complet, puisque la partie qui est ici est purement plastique. Donc faites attention, j'ai un retour, donc je le redis ici. Ici, ça va être un retour élastique à ce niveau-là. Et si je prends maintenant la partie qui est ici, je vais bien avoir ma partie ici qui est la partie des formations permanentes. D'accord? Donc faites attention quand on étudie ça. Je vais bien avoir une partie où j'ai le retour élastique et la déformation permanente qui est ici m'indique bien que j'ai plastifié mon matériau. Alors, si on parle maintenant de la partie purement élastique, je vais m'intéresser ici à l'élasticité purement linéaire. On avait vu préalablement que je pouvais relier ma contrainte à ma déformation. Donc attention, là on est en uniaxial, donc je considère par exemple une contrainte x avec une déformation x. Et je vais donc pouvoir dire voilà, si je suis en linéaire, je sais que la loi de Hooke me permet de relier cette contrainte à ma déformation. Donc ça c'est de la redite, mais on est obligé de le dire ici pour redéfinir les comportements. Donc d'un point de vue traction ici, j'aurais bien une contrainte normale qui enclenche une déformation axiale, donc le long de l'axe de traction, et ce qui s'oppose à cette déformation va être ce qu'on appelle le module Young. Donc la déformation linéaire de traction va définir deux choses, un seuil à ce niveau-là de traction, c'est-à-dire que, on l'a vu à l'instant avec le ressort, si je dépasse un certain seuil, je quitte l'élasticité. On va donc dire qu'on a un seuil élastique, je vais le noter ici, sigma E, donc E pour élastique. Je vais donc avoir une contrainte ou une limite d'élasticité sigma E qui me permet d'établir dans ce domaine un comportement linéaire. Et dans ce domaine, je peux donc écrire une droite, vous vous rappelez, y égale à x, y vaudra sigma, a c'est E, et x sera ici le epsilon. Donc,
dans le domaine de la linéarité, donc dans le comportement élastique linéaire ici, je peux utiliser la loi de Hooke, qu'on a déjà travaillé ensemble, hein, qui me dit que sigma vaut E fois epsilon. Donc, si je prends la notion de module, vous vous rappelez, hein, on a déjà parlé un petit peu de ça préalablement, le module du fer vaut 180 gigapascal, donc ça veut dire 195 000 mégapascal. Attention, ici je l'ai noté en gigapascal, donc c'est 10 puissance 3 mégapascal. Le fer donc a un module déjà assez élevé, mais vous savez que si je mélange du carbone à du fer, j'obtiens ce qu'on appelle l'acier. Faites attention, ça veut dire qu'à ce moment-là, le module de l'acier, donc ici le module de Young, va être plus élevé. Donc ça c'est juste pour vous dire, faites attention, ne confondez pas, quand on parle de fer, le fer et ses alliages, par exemple l'acier qui aura un module plus important. Donc là je vous l'ai juste mis, hein, rappelez-vous, le giga ça veut dire 10 puissance 9, donc comme on parle en mégapascal, on est sur du 10 puissance 3 mégapascal. Donc, dans ce comportement linéaire, on a bien sigma qui vaut E fois epsilon. Je peux donc utiliser le ressort qu'on a utilisé tout à l'heure, donc la loi de Hooke, et je vais donc dire que le comportement linéaire attraction vaut bien le comportement d'un ressort où je vois aux bornes de ce ressort sigma. Je vais donc regarder la déformation de ce ressort et ce que je regarde dans le comportement de ce ressort, c'est la rigidité, donc le module Young. Alors, faisons de la même façon maintenant d'un point de vue cisaillement. Donc on n'utilise plus sigma, on va utiliser ici tau, hein, donc la contrainte de scission ou la contrainte de cisaillement. Et on ne regarde plus donc la déformation axiale, mais la déformation angulaire. Et donc on va regarder la relation entre tau et gamma. Et bien on voit également qu'à ce niveau-là, on va bien avoir un comportement de type purement linéaire. Et cette fois-ci, on ne va plus retrouver E, donc le module du haut, on va trouver G ici. Donc E, c'était le module d'élasticité attraction. Et bien G ici sera le module d'élasticité, mais au cisaillement. Donc on a bien une déformation linéaire ici en termes de cisaillement. Et cette fois-ci, donc, on parlera de seuil d'élasticité, ou seuil d'écoulement, hein, vous vous rappelez, on a dit on peut avoir une rupture à partir de ce moment-là et changer de mode de comportement, qu'on va appeler donc taux E, qui va donc être la limite d'élasticité en cisaillement. Et donc on va définir cette fois-ci le module de cisaillement comme étant non plus bien sûr le module Young, donc ça on le garde pour la partie traction, mais on va l'appeler le module de Coulomb. Donc cette fois-ci, je vais utiliser taux, G et gamma pour écrire la loi linéaire, et je vais obtenir la loi de Coulomb, taux qui vaut G fois gamma, comme on avait tout à l'heure, sigma vaut E fois epsilon. Donc on a une loi qui est linéaire, simplement bien sûr, le Y n'est pas le même, puisqu'ici je suis en cisaillement, le X n'est pas le même, puisqu'ici je suis en angulaire et non plus en déformation axiale, et donc la pente A dans Y vaut A fois X, vaudra G, donc module de cisaillement, et plus E, donc le module, naturellement, qu'on aurait attraction. Donc on a une deuxième loi linéaire, ici au cisaillement, donc qui sera la loi de Coulomb, qui reste bien sûr une loi de relation purement linéaire, avec une pente ici qui vaut G. Donc pour les matériaux isotropes, là ce qui est intéressant, vous vous rappelez, isotrope, iso, même, trope, les propriétés, hein, donc on a des matériaux qui ont les mêmes propriétés dans toutes les directions de l'espace. Ce qui est intéressant, c'est justement que G est directement proportionnel aux propriétés d'élasticité de type Hookean. C'est-à-dire que je vais regarder le module Young et je vois apparaître ici le coefficient de Poisson. C'est-à-dire que le cisaillement est directement proportionnel à E et est inversement proportionnel au coefficient de Poisson. Donc ça c'est intéressant parce qu'il suffit de faire un essai de traction. En traction je vais obtenir E et je vais donc obtenir le coefficient de Poisson par les deux déformations de contraction et d'allongement et je vais obtenir directement G. C'est-à-dire que je peux ne pas faire d'essai de cisaillement pour définir G, car je peux avoir directement ce lien avec le module de Young et le module que l'on aurait avec le coefficient de Poisson ici, donc nu. Si je prends le cas d'un métal, par exemple, dans le cas d'un métal, on va avoir nu, vous vous rappelez le coefficient de Poisson qui vaut à peu près 0,3. Donc si j'écris la relation qui est ici, j'aurai donc un E qui va être divisé par 2 fois 1 plus 0,3. Donc je vais avoir E que divise 2,6. Or, E que divise 2,6, allez, c'est à peu près égal à 0,4 E. Or, 0,4 E, c'est 40% de E. Donc, dans le cas d'un matériau isotrope, et dans le cas des métaux, je vais avoir G qui vaut à peu près 40% de E. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ça en tête, hein, de le garder en tête. Dès que vous allez travailler sur des aciers, sur des alus ou d'autres matériaux, des alliages légers qui seraient non ferreux par exemple, on est grosso modo dans ce rapport entre G et E de l'ordre de 40%. Alors,
On pourrait regarder également une autre partie. Alors donc j'ai jamais parlé jusqu'à présent. On avait déjà parlé un peu de traction et de cisaillement. Une autre chose qu'on pourrait regarder, c'est la compression. Donc en gros, imaginons que je vienne à comprimer la matière cette fois-ci. Hein. Donc je travaillerai sur les ressorts dans un mode de compression. On parlera dans ce cas-là non pas de module de Young ou module de Coulomb, c'est-à-dire de module de traction ou module de cisaillement. Donc on avait la lettre E et la lettre G. L'autre lettre qui viendrait ici, donc ce qu'on appelle le module d'élasticité isostatique, c'est-à-dire que je regarde ici une compression où j'ai de la pression donc, dans toutes les directions de l'espace, donc je suis bien isostatique. J'utiliserai donc la lettre K et qui me rend compte que lors d'un delta de pression, c'est-à-dire en compression ici, je vais avoir en fin de compte une diminution de volume, donc qui va être représentée ici par delta V sur V0, qui sera directement lié à moins K, donc moins la valeur du module d'élasticité en isostatique. Donc c'est intéressant quand même d'étudier cette valeur. Pourquoi? Car quand on regarde la valeur de K, on voit comme pour G d'ailleurs que K est directement relié à E et nu, donc sur des matériaux isotropes. Donc ça c'est très intéressant de regarder ce paramètre, donc ce module. Tout simplement pourquoi? Car si on prend une valeur de nu qui vaut 0,33, donc à peu près pour les aciers, on va dire ça comme ça, ou pour les matériaux métalliques de façon globale. Hein. Je vous ai dit qu'on était autour de 0,3. Alors pour être plus exact, on est entre 0,3 et 0,35. Ben, ça tombe bien, on est sur du 0,33 ici, donc on n'est pas loin de cette réalité au niveau métallique. Donc si je prends un métal, donc on est autour de 0,33 à peu près ici, ça veut dire que K vaut directement E. Alors ça c'est très intéressant. Donc en compression, quand vous allez faire une étude en compression, vous allez trouver que le module d'élasticité isostatique vaut directement le module ion. Donc là encore une fois, dans le cas d'un matériau isotrope métallique, je peux faire qu'un seul essai de traction. Cet essai va me donner G, à peu près 40% de E, et l'essai de traction me donnera également la valeur K du module d'élasticité isostatique, donc ici en compression. Et directement, ce K vaudra E. Donc là, vous voyez que c'est vraiment très intéressant. Ces lois de comportement sont directement reliées d'un point de vue élastique, et c'est donc bien la loi Hookean qui me définit et G et K à ce niveau-là. Par contre, si je prends un nu qui vaut 0,5, là on dira que notre matériau est incompressible. Pourquoi? Regardez bien, mettez un 0,5 ici, vous voyez que le K, il tend vers quoi? Vers l'infini. Ça veut dire que ce matériau ne pourra pas être comprimé. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on va avoir par rapport à certains matériaux comme les élastomères, on en reparlera hein, plus tard. On verra qu'on a des matériaux qui ont un nu proche de 0,5, donc on aura une variation de volume qui sera nulle, on ne pourra pas les comprimer. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur l'aspect compression, mais gardez cette logique que l'on a, notamment pour les métaux et les isotropes, ce lien très 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 fort à eux, donc au modèle de Hooke, et ce lien pour certains matériaux d'un delta V qui sera nul parce qu'ils seront incompressibles. Alors tout ce que je viens de dire là, ça reste de la théorie, bien sûr, mais bon, on a quand même des grandes applications au niveau des matériaux, mais attention, si jamais vous changez la température du système, vous le savez, on a dit que la température d'un point de vue liaison changeait l'équilibre du système. Or, si l'équilibre change, l'énergie change. Si l'énergie change, la force change. Donc, les raideurs et donc les modules associés vont changer. Conclusion, si j'augmente la température, les modules dont on vient de parler, en traction, en cisaillement et ici en compression isostatique, vont chuter. Le matériau va être de plus en plus souple. Donc faites attention, tout ce que l'on a dit est juste, mais en fonction de la température. Donc faites attention, dès qu'on va changer la température, les lois peuvent peut-être rester les mêmes, mais on va abaisser les choses. Pire, si on augmente vraiment fortement la température, on risque de changer carrément les lois. Donc faites attention quand même à cet effet de la température, on en reparlera, mais on a un effet très très important de la température sur ses propriétés. Ensuite, j'ai bien précisé préalablement que la linéarité dans le comportement élastique reste vraie tant qu'on est en petite déformation. Donc gardez bien dans votre tête que tout ce que l'on a dit préalablement sur cette linéarité et les lois hein, que l'on a sur la loi de Hooke, la loi de Coulomb et puis ici sur la loi sur la compression isostatique reste vrai notamment
quand on est en petite déformation. Dès qu'on va commencer à être en très grande déformation, on n'est plus du tout sur cette linéarité. On parlera donc de comportement non linéaire. On avait ce cas de l'incompressibilité des élastomères, on a dit qu'ils avaient un comportement très très particulier. Et ben on verra que typiquement les élastomères, donc ce qu'on appelle les caoutchoucs très très fréquemment, sont non linéaires parce qu'ils sont capables de se déformer à très très grande déformation. Donc on n'est plus du tout sur ce type de loi. Donc faites attention quand même à restreindre ce qu'on dit là à un domaine de température donné et à un domaine de petite déformation. Alors, maintenant, si je regarde un petit peu cette notion de module Young, vous vous rappelez, on avait dit que c'était la rigidité. Donc la rigidité, c'est quoi? Donc on va regarder par exemple deux matériaux, un matériau 1 et un matériau 2. Donc on voit que le matériau 1 va avoir un module 1 et le matériau 2 un module 2. Qu'est-ce qu'on voit? Que les pentes sont différentes. La pente en 1 est bien plus élevée que la pente en 2. Donc, si je le dis brutalement comme ça, si tout le monde a compris, je vais dire que E1 étant plus élevé, je suis plus rigide. Alors maintenant, on va essayer de le rendre compréhensible par tous. Je vais me mettre donc à une contrainte donnée et je vois bien que le matériau 1 sous le module E1 va avoir une déformation epsilon 1 plus petite que la déformation epsilon 2 du matériau 2 qui présente un module plus bas. Je comprends donc bien qu'à contrainte constante, le matériau 1 se déforme moins que le matériau 2. Il est donc bien plus rigide. Donc la rigidité est bien cette capacité à s'opposer à la déformation élastique. Donc, conclusion, si E1 est plus grand que E2, donc si je compare deux matériaux, je peux dire que le matériau 1 sera plus rigide que le matériau 2, car le matériau 1 se déformera moins. Et bien regardez, vous vous rappelez, on a dit le fer a un module de 180 gigapascal et l'acier de 210 gigapascal. Ça veut donc bien dire que le fer sera moins rigide que l'acier. Donc l'alliage ferreux qui est ici est intéressant dans le sens où il sera plus rigide que le fer pur qui est ici. D'un même point de vue ici au niveau de l'aluminium, je prends la U4G qui va être un mélange d'aluminium et de cuivre, donc ce qu'on appelle du duralumin, vous verrez que c'est la série qu'on appelle 2000 au niveau des alus. Et bien l'aluminium pur a un module autour à peu près en moyenne de 70 gigapascal, alors que l'alliage d'aluminium qui est ici va monter à 85 gigapascal, donc sera plus rigide. Donc on voit que le fait d'allier les matériaux purs vont changer la capacité modulaire et vont les rendre. Si on regarde maintenant le comportement non linéaire dont j'ai parlé tout à l'heure, vous vous rappelez, on a bien précisé que tout ce qu'on avait dit préalablement était juste pour les petites déformations. Je prends le cas des élastomères, donc une des familles de polymères, donc on va appeler les élastomères ici. On va dire que la classe qu'on connaît, c'est plutôt les caoutchoucs, c'est le terme que vous utilisez, qu'on utilise assez classiquement, c'est les caoutchoucs, peuvent monter en moyenne à peu près autour de 300 à 500%, mais certains peuvent aller jusqu'à 1000% de déformation. Donc vous comprenez bien que quand on annonce 500 à 1000%, on n'est plus du tout dans la très petite déformation. Si je veux regarder la très petite déformation ici, je regarde que la zone qui est là. Donc au mieux, je peux peut-être définir ce que j'appelle un module instantané qui est très élevé ici. Donc en gros, on aurait un comportement avec une rigidité très élevée pour les petites déformations, mais ce n'est pas du tout représentatif de la déformation globale du matériau en réalité sur toute sa charge en élasticité. Donc en réalité, ce qu'on va faire, c'est plutôt proposer un module moyen qui est beaucoup plus bas, donc comprenez, beaucoup moins rigide, donc je dirais plus souple à ce niveau-là, donc on aura un matériau qui sera plus souple en termes de comportement, et je vais avoir donc bien sûr un matériau qui aura un comportement à très haute déformation. Donc vous voyez que je ne peux pas prendre la zone linéaire qui est ici puisqu'elle ne représente pas la zone comportementale globale. Naturellement, la droite qui est ici ne représente pas l'élasticité non linéaire, mais c'est une approximation acceptable sur la partie modulaire du comportement des caoutchoucs. Alors, si on regarde un petit peu les modules Young, donc rappelez-vous, pour les élastomères, je parlerai du module moyen, ce n'est pas le module instantané. On voit que parmi toutes les grandes catégories de matériaux qui existent, naturellement, si vous vous souvenez ce qu'on avait dit sur la liaison ionique, la liaison covalente, c'est les énergies de liaison les plus élevées. Donc on aura des matériaux qui auront de très très bonnes propriétés mécaniques. Donc on va retrouver le monde des céramiques, ici, donc les céramiques non techniques, les verres et les céramiques techniques, donc à très très haute propriété mécanique. Et on voit que c'est des matériaux qui seront très rigides, donc avec un module Young. Entendez également donc tous les modules associés
très élevée. Et naturellement, on va retrouver nos métaux avec la liaison métallique avec de très grandes capacités de type modulaire, donc de type rigidité. Donc je vais avoir des matériaux ici avec les liaisons ioniques, covalentes et métalliques dont on a parlé. Ensuite, là, on a la classe des matériaux composites, donc qui est une hybridation de tout ça. Donc, on va avoir de très très bonnes propriétés modulaires aussi. Et dès qu'on va parler des matériaux de type plutôt polymérique, donc on voit que les modules s'affaissent. Donc là, on aura dans la famille qui est marquée polymère ici, les matériaux thermoplastiques et les matériaux thermodurs. Et nos fameux caoutchoucs dont on vient de parler là, ont bien sûr des propriétés modulaires qui sont très très basses. Alors là, vous avez également d'autres matériaux, donc on appelle les matériaux naturels et les mousses, qui ont une très très grande variété bien sûr de modules en fonction de la nature principale de la liaison. Donc ils pourraient complètement changer si j'ai du van der Waals, de l'hydrogène, ou si je tends plutôt vers des liaisons de type métallique, ionique ou covalente. Donc là naturellement, on est sur des matériaux avec des liaisons van der Waals et covalentes, et ici du van der Waals et du covalent également sur les thermoplastiques et les thermodurs. Donc ça, ce genre de graphe, on le reverra ensemble en deuxième année. C'est tiré du logiciel qui s'appelle CES EduPac, que je cite ici. Vous verrez qu'il sera très très utile dans ce qu'on appelle le choix et la sélection des matériaux dans le cadre d'études de cahier des charges. Donc sur cet aspect modulaire, on voit qu'on a une très très grande variété et que cette variété bien sûr dépend du type de liaison. Maintenant, si je regarde le coefficient de Poisson, vous vous rappelez, ce fameux rapport entre la déformation de contraction et l'allongement, donc le taux de contraction par rapport à l'allongement, on voit qu'on a pour des matériaux de type métallique, donc des valeurs de coefficient de Poisson qui sont, on va dire, en moyenne autour de 0,3, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour les céramiques, on est plus bas, on est largement plus bas, on est plutôt sur une moyenne, on va dire, entre 0,2 et 0,3, donc on va dire en moyenne à 0,2. Et on voit que pour les polymères, on est à peu près sur la borne haute des métaux, donc plutôt autour de 0,4, et que pour les élastomères, on tend vers le fameux 0,5 qui est ici, donc des matériaux qui sont incompressibles. Pour les matériaux naturels qui sont proposés ici, on a une gamme qui est très 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 grande, très étendue naturellement en fonction des propriétés des matériaux étudiés. Pour les matériaux composites, on est sur des gammes qui vont à peu près entre 0,3 et 0,4. Donc vous voyez qu'on est quand même globalement entre 0,2 et 0,4 pour la plupart des matériaux, avec cette particularité quand même des élastomères d'incompressibilité, donc de 0,5. Si on regarde d'un point de vue volumique, on peut écrire que la variation volumique est donc la somme des déformations. Attention, vous vous rappelez, on a dit qu'on a une triaxialité des déformations, donc si je m'allonge le long d'un axe, j'aurai en réalité deux contractions. Et comme j'ai un lien entre contraction et élongation, en réalité, le delta volumique dans un matériau isotrope sera epsilon. Donc ici, si je considère que je tire en x epsilon x, fois 1 moins 2 fois nu. Et si, ça on l'avait vu dans l'aspect compression, et si je regarde donc cette variation, on vient de le dire à l'instant, si je prends un nu qui vaut 0,5, le delta V vaut combien 0. Et si je prends un nu qui tend vers des très très faibles valeurs, c'est-à-dire des valeurs proches de 0, je vois en réalité que je tends vers un delta V proche de epsilon x. Donc ça veut dire que votre variation de volume, donc en 3D, est comprise entre 0 et à peu près la déformation le long de x. Regardons maintenant les résultats en termes de module de Coulomb et l'aspect module d'élasticité isostatique. On a donc des variations qui se rapprochent des variations du module de Young naturellement. Alors, imaginons que tous les matériaux soient isotropes, même si ce n'est pas vrai, mais imaginons que ce soit le cas. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait une relation entre E et G. Donc, je la réécris, et je vois bien que, vu qu'ici j'ai 1 plus nu, G sera toujours plus petit que E, de façon globale. Donc grosso modo, G va varier entre E divisé par 3 et E divisé par 2. Donc on aura toujours des valeurs en cisaillement plus faibles naturellement que la partie traction. Par contre, sur la partie compression isostatique, c'est pas la même chose. Si on reprend la valeur qu'on a vue tout à l'heure, on varie en 3 fois 1 moins 2 fois nu. Ça veut dire que cette valeur-là, à un moment donné, va engendrer une augmentation potentielle de E si nu augmente. Au pire des cas, si je prends nu vaut 0, je retrouve E sur 3, donc vous voyez qu'on n'est pas loin de la valeur de G qui est ici, donc la valeur la plus basse c'est E sur 3. Par contre, dès que nu va devenir plus grand, on va voir K qui va augmenter très rapidement et peuvent devenir même meilleurs que la partie à la traction.
Alors là, bien sûr, hein, j'ai pris le cas extrême où nu serait égal à 0,5 et on aurait donc une valeur de k qui tendrait vers l'infini. Donc ça veut dire qu'on a bien quand même cette relation forte où pour certains matériaux, notamment quand nu va devenir important, donc ça veut dire, et on le voit ici par exemple pour les alliages de type métallique ou les métaux et les céramiques, notamment les céramiques techniques, mais de façon globale on voit que le K a augmenté, on va avoir comme ça des matériaux qui présenteront donc une capacité à la compression meilleure que la capacité à la traction d'un point de vue modulaire.